Cheikh Hosseini, allez-y, c'est bon. Donc, directement, c'est moi qui commence, c'est ça? Directement, c'est vous qui commencez. Allez. Donc, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont en train de nous suivre sur ce webinaire. Donc, ça va être un webinaire qui sera vraiment très riche parce qu'on va voir un petit peu des aspects conceptuels ou, disons, généralistes. Et après, nous allons entamer une deuxième présentation sur un exemple concret. En ce qui me concerne, donc je vais vous présenter vous pouvez mettre le document. Donc, ma présentation consiste sur la transformation digitale à l'hôpital, quelles sont les bonnes pratiques et un petit peu quelle est notre réalité aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller. Je vais donc parler un peu du contexte de la numérisation, un contexte mondial et d'aujourd'hui, et puis un contexte algérien, pour ensuite parler de l'hôpital numérique et comment réussir cette transformation digitale qu'on veut mettre aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc, le contexte. Au niveau mondial, donc il faut commencer par annoncer qu'il y a une stratégie mondiale pour la santé numérique qui est initiée par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, en 2020 et qui est prévue pour 2020-2025. Ce signe-là, qui est un signal très fort, pour inviter tous les pays à faire beaucoup d'actions pour encourager le numérique au sein des établissements de santé et au sein du système de santé des pays membres. Donc aussi, on voit que de plus en plus l'adoption croissante des dossiers médicaux électroniques se fait de plus en plus et le partage il est facilité, donc le partage d'informations et la personnalisation des soins qui en découlent. Aussi, la pandémie du Covid a incité les gens à faire du télétravail et puis ça c'est resté même après le passage de cette pandémie. Une transition vers des soins centrés sur le patient se fait de plus en plus, donc avec du monitoring, de la surveillance qui se fait depuis l'hôpital chez les gens et l'utilisation de l'intelligence artificielle ou le deep learning qui permet aujourd'hui de plus en plus, et même les autres technologies émergentes, qui permet de faire de plus en plus une meilleure communication en machine et l'utilisation de la robotique et des instruments qui sont entre guillemets intelligents et qui aident les praticiens dans leur activité. Et enfin, je dirais que la mobilité et l'équité, l'ubiquité, pardon, cette mobilité qui rentre dans nos vies, et elle est aussi vérifiable au niveau du secteur de la santé, parce que le mobile a pris toute sa place et il y a beaucoup d'applications de santé dans ce sens. Quelques difficultés et quelques questions de fond se posent quand même. Et je dirais qu'il y a le problème de la sécurité des données. Donc, tout le monde se dit où on va avec cette numérisation. Est-ce que nos données sont sécurisées ou pas? Il y a un développement d'interopérabilité. Est-ce que tel hôpital et tel hôpital s'ils communiquent? Est-ce que les systèmes savent communiquer facilement? Ou bien il y a des contraintes et ces contraintes vont un petit peu nous dissuader et abandonner ces échanges et ce travail collaboratif numérique. La confidentialité, la protection des données personnelles aussi, c'est un enjeu
et tout le monde se pose la question, mes données, où est-ce qu'elles sont, qui peut les regarder, etc. Il y a même des réglementations dans des pays qui voient le jour. Chez nous, aujourd'hui, nous avons la loi 1807 qui est très claire par rapport à cette protection des données. Aussi, il y a des enjeux de numérisation en termes d'accessibilité, de disparité. Il y a le fossé numérique qui peut aussi poser problème. Des régions qui n'ont pas une bonne qualité d'Internet, qui n'ont pas des équipements, une richesse d'équipements, vont être défavorisées par rapport à d'autres. Et puis, il y a les compétences. Est-ce que nos professionnels de santé s'adaptent à cette nouvelle réalité? Est-ce qu'ils s'approprient ces technologies ou pas? Ou il y a aussi l'acceptation, donc indirectement, est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce que le personnel de la santé résiste à cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle culture numérique qui vient un petit peu de changer leur méthode de travail. Et je pourrais dire que l'élément le plus important à mettre en place avant de parler de cette transformation digitale, c'est le système d'information hospitalier, parce que sans avoir un système qui numérise toute l'information qui existe, que ce soit dans les hôpitaux, dans les administrations aussi, ou même dans les postes de décision, comme des ministères, des directions régionales, on ne peut pas aller très loin avec ces objectifs de personnalisation. Et le deuxième élément, c'est le dossier, c'est le DEM, c'est le dossier, pardon, c'est le dossier de malade électronique. Et ce dossier-là, il est important parce qu'il permet à tout le monde de collaborer, ce qu'on appelle la notion de hôpital-ville. Et cette notion-là va permettre à beaucoup d'intervenants d'échanger à travers ce dossier électronique. Si on voit le contexte algérien, cette évolution se fait dans le cadre d'un écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de numériser un hôpital tout seul, indépendamment de tout ce qu'il y a autour. Et la même chose pour les administrations. Donc, il y a le premier atout qu'il faut avoir, c'est la volonté politique. Je pense qu'on l'a. Un président de la République, le président de la République qui lui-même incite à numériser. Et ensuite, nous avons un ministre de la Santé qui est derrière des projets comme le projet des urgences donc, et le projet de numérisation. Est-ce qu'on a perdu le son? Apparemment. On va relancer. Oui, ouais. Je peux parler de la télémédecine, par exemple, depuis les années 90. Il y a beaucoup de projets pilotes qui ont... Pardon, Monsieur Hassini. Monsieur Hassini. Monsieur Hassini.
Oui, c'est un petit problème technique. On revient. Donc, comme je disais, donc il y a l'importance des startups dans cette innovation à apporter pour cette transformation digitale. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'Algérie connaît un grand chantier de startups de mise en place d'incubateurs. Oui, Pardon, Monsieur Hosseini, il y a eu une coupure de son 2 fois de suite. Je vous demande, s'il vous plaît, de reprendre peut-être à partir de la dernière diapo, de l'avant-dernière diapo. On a eu une coupure de votre part. Très bien. Merci. Donc, c'est le... Voilà. Donc, je parlais du dossier électronique du malade, qui est un élément très important pour mettre en expérience la collaboration interinstitutionnelle. Et si ce genre de projet réussit, ça va avoir un impact sur beaucoup d'autres projets où il faut une collaboration, et c'est ce qu'on appelle des projets horizontaux. Et pourquoi? Parce que c'est la notion, ce qu'on appelle hôtel-ville, hôpital-ville, et donc c'est beaucoup d'intervenants qui travaillent à partir de ce dossier. Il n'y a pas de son. On ne peut pas, parce qu'il est en train de continuer. S'il vous plaît, réglez le son, M. Ben Makhlouf. M. Ben Makhlouf. C'est bon. On n'a pas de son. M. Ben Makhlouf. Oui. Allez-y, c'est bon. Oui, je suis en train d'envoyer des messages pour vous signaler qu'il n'y a pas de son. Avec M. Ben Makhlouf, vous lui dites s'il vous plaît de Il y a des vérifier techniciens, les techniciens sont avec moi et... D'accord, ok. Donc, on a vu le dernier slide. Maintenant, on va vous parler de l'écosystème. Il est caractérisé par une volonté politique affichée, donc un président de la République qui est personnellement derrière cette numérisation, un ministre de la Santé qui lance beaucoup de chantiers, par exemple le chantier des urgences qui sont numérisés maintenant pratiquement sur tous les CHU et tous les hôpitaux. Une infrastructure technologique qui est caractérisée par Internet en fibre optique. Donc, les établissements qui sont maintenant reliés en fibre optique arrivent à avoir une très bonne qualité, un très bon retour. Et puis, des compétences en TIC qui sont issues des universités, des centres de formation.
et enfin des phases de prototypage et de pilotes qui ont réussi et qui ont donné un bon écho pour lancer cette transformation. Je rajouterai juste qu'il y a un commissariat au numérique en Algérie qui, lui, appuie beaucoup les efforts et la stratégie numérique nationale de numérisation et surtout l'innovation dans cet aspect-là. On attend beaucoup des incubateurs, des startups, et sachant qu'en Algérie, c'est une opération qui est très réussie, donc il y a beaucoup de startups, des centaines et des centaines, si on ne dit pas des milliers, qui sont impliqués dans des projets, et même la santé, elle est prise en compte. Et je terminerai par cette formation. Par exemple, la santé, elle a beaucoup d'instituts, par exemple l'ENMAS, qui forment des cadres de la santé. Aujourd'hui, dans ces centres-là, on utilise le numérique, on commence à penser à ce qu'on appelle la formation hybride, la formation renversée, et toutes les méthodes qui utilisent une partie de numérique, une partie de présentiel. Donc tout ça va sûrement, c'est un écosystème, comme j'ai dit au début, qui fonctionne en même temps. Je passe au prochain. Le prochain, s'il vous plaît. Vous dépassez le... OK. Vous avez terminé, monsieur Hussein? Je pense que je dois terminer. Non, je pose la question. Allez-y. Oui. Attends, le technicien va faire passer les slides parce qu'on a un petit problème. Voilà, donc en matière de gouvernance aussi, il faut reconnaître qu'il y a une création d'une agence de numérisation de santé. Donc, c'est sa mission, la numérisation de santé. C'est un atout aussi. Un programme ministériel qui prévoit la numérisation des hôpitaux. Et je parle de quick win, comme j'ai dit tout à l'heure, la numérisation des services d'urgence. Je pense que ça, c'est un quick win. Donc, c'est des projets qu'il faut généraliser sur d'autres services et d'autres... Et puis, nous avons la santé publique, donc l'enseignement aussi, donc le recours au MOOC. Donc, voilà un petit peu ce qui se fait. Vous faites passer, s'il vous plaît. Donc, un hôpital numérique, quels sont les challenges? Les challenges, je dirais que c'est l'intégration des services et des systèmes, donc donc tout est intégré, convergent, etc. Numérisation de bout en bout, c'est-à-dire essayer d'avoir du zéro papier au maximum, et centrer patient, donc il faut centrer tous les processus pour que ce soit le patient qui est l'objectif. Et puis l'hôpital va faire toutes ces missions de prévention, diagnostic, consultation, suivi, dépistage et monitoring. Il va le faire de façon numérique. Allez-y. Donc, trois prérequis. Je dirais le premier prérequis de cette digitalisation, c'est l'identité. Il faut avoir une identité numérique. On ne peut pas aller plus loin. Alors, l'identité concerne le patient, le médecin, l'administrateur, etc. Donc, tout. La deuxième chose, c'est la fiabilité de l'information. Donc, et la disponibilité de cette information, de la donnée dans le système. Donc, les coupures d'Internet et tout ça, ça va vraiment à l'encontre de cette digitalisation. La confidentialité, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est pour protéger les données personnelles, etc. Et puis, les 5 domaines, les premiers 5 domaines, on peut voir comme début d'une digitalisation, c'est l'imagerie, la biologie, l'anapath et tout. Donc c'est les systèmes PACS, les systèmes d'imagerie médicale, les dossiers patients, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prescription électronique interne à l'hôpital, mais aussi externe, et ce qu'on appelle la contractualisation entre les services sociaux, c'est-à-dire de sécurité sociale et les hôpitaux. La programmation des ressources et l'agenda du patient, donc programmation des salles d'opération, programmation de toutes les activités. Et enfin, le pilotage médico-économique, c'est-à-dire
essayer de faire ce qu'on appelle de la comptabilité analytique et analyser qu'est-ce qu'on est en train de dépenser, combien nous coûte un acte chirurgical ou un acte médical. Réussir cette transformation, c'est aussi aller niveau par niveau. Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Du jour au lendemain, on devient une entreprise. Mais disons qu'on passe par le niveau 1 qui est mettre des services en ligne. C'est ce qu'on dit aujourd'hui en Algérie souvent. Et puis, d'autres niveaux sont à espérer aussi. C'est l'ouverture en ligne, c'est-à-dire ouvrir son fonctionnement en ligne pour les partenaires externes. L'organisation centrée sur les données, ensuite ces données qu'on récolte, qu'on a, il faut les utiliser d'une façon économique, d'une façon métier pour en tirer de la connaissance et de la sagesse. Et puis, nous avons l'organisation entièrement transformée, c'est-à-dire qu'il faut transformer entièrement les procédures de travail à l'intérieur de l'hôpital pour qu'elles soient numérisées. Et enfin, c'est utiliser l'intelligence en quelque sorte, ou ce qu'on appelle la sagesse, en utilisant les dernières utilisations des programmes, les derniers qu'on est en train d'utiliser, d'intelligence artificielle, de business intelligence, de tableaux de bord, etc., pour avoir de l'innovation et que cette innovation soit reproductible, c'est-à-dire qu'on peut la refaire dans tous les hôpitaux. Comment évoluer, adopter donc des outils de gouvernance, mettre en place un plan de transformation digitale ou numérique, avancer étape par étape et agilité. Agilité, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on évalue et on corrige nos objectifs et notre trajectoire. Démarrer par des services de base simples, très demandés, être cohérent. Et ce qui est important, c'est prendre toujours du recul et d'évaluer. Comment évaluer sa transformation digitale? Effectivement, il faut adopter des services en ligne, donc voir la qualité de ces services, leur fréquence et la fiabilité des services aussi. Le taux de satisfaction des citoyens, il faut le mesurer. La réduction des coûts administratifs. Donc, il faut vérifier l'impact de ces technologies pour réduire nos coûts d'administration et de gestion. Numériser les données donc, et mesurons les proportions de données qui sont numérisées et accessibles en ligne. Et qu'est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on n'a pas. Et enfin, en termes de cybersécurité, de protection de données, évaluer les mesures qu'on doit faire, évaluer l'interopérabilité, est-ce qu'on a des capacités à interopérer, que ce soit en interne en Algérie ou avec d'autres hôpitaux et d'autres organismes externes, transformation des processus internes, où est-ce qu'on en est, innovation et gouvernement, examiner donc toutes les initiatives d'innovation et essayer donc de les mettre au profit des hôpitaux ou de la santé publique en général. Et même s'il y a des applications qui ne respectent pas la réglementation, il faut œuvrer à ce que la réglementation s'adapte pour un petit peu les englober. Les accessibilités, mesurer donc la facilité d'accès des utilisateurs à nos services. Et enfin, le développement de compétences numériques. Il ne faut pas s'arrêter à développer des compétences. Et les premiers à développer des compétences, c'est les médecins. Numériques, des administrateurs de bases de connaissances et de bases de données, des responsables de lieux numériques d'innovation. Donc, tout ça, c'est de nouvelles fonctions que vont adapter nos responsables. Et de nouvelles technicités aussi, c'est la data science, la science des données, le web analyst, l'analyse du web, parce que le web est un vecteur très important, les architectures de données, les responsables de protection de la conformité des données par rapport à la santé, parce que c'est un domaine très, très particulier. Il faut que toutes les utilisations numériques soient conformes à des règles très précises.
Élément de réussite enfin, établir une feuille de route pour la généralisation des opérations. L'identifiant numérique qui est très important pour la santé et pour la numérisation de la santé. La réglementation et les normes, il faut les adapter. On ne peut pas travailler sans normes dans ce monde du numérique. Et des référentiels d'échange pour un petit peu répondre aux problèmes d'interopérabilité. Établir des partenariats et enfin des mécanismes de qualification des applications, comme je l'ai dit, pour la santé. En termes de formation, beaucoup de formations, des sensibilités des membres et surtout des formations hybrides qui sont moins coûteuses et moins coûteuses en temps. Et enfin, un hub de données qui doit être mis en place où on collecte toutes les données liées à la santé et on permettra de les analyser pour en tirer beaucoup de prises de décision. Enfin, je ne sais pas si c'est approprié de faire un baromètre de la e-santé ou de la numérisation de la santé qui, lui, va nous donner des indicateurs. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Je termine donc avec cette dernière phrase et je vous remercie pour m'avoir supporté cette demi-heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hosseini. Intervention très riche en informations, en pistes de réflexion, en perspective d'action pour la numérisation dans nos hôpitaux. Je tiens à remercier les participants qui nous suivent d'un petit peu partout. Et je leur rappelle qu'à la fin du webinaire, qu'ils participent à l'évaluation. La parole est à vous, M. Kiri. Alors, en fait, la parole sera surtout à Dr Guelmami de la Tunisie, qui nous rejoint depuis Tunis avec son équipe. Et donc, elle va faire une intervention sur la numérisation dans son établissement, la clinique Bosselot. Dr Guelmami, je vous en prie. Bonjour à tous. Je commence par remercier les organisateurs de ce webinaire. Donc, euh, Monsieur Chérif, Monsieur Ganoun, Monsieur Houssini, Madame Bouabcha. Je souhaite la bienvenue à mes élèves. Donc, on va parler un peu de qui est la clinique Beau Séjour. Donc, on va commencer par un sommaire le service IT. On va parler du numérique et de la gouvernance, du numérique et de l'excellence des services, les limites et menaces, des slides très pratiques sur ce qui est fait au sein de la clinique Beau Séjour. Donc, pour l'introduction, donc je reprends très rapidement ce qui a été annoncé par mon collègue. On est dans une stratégie mondiale de santé à travers le programme de développement durable à l'horizon de 2030 et on essaie à travers les activités quand même de réduire un peu la fracture numérique au sein de notre société. Je rappelle brièvement les objectifs stratégiques qui ont été émis, qui sont la promotion mondiale et la progression de transfert de connaissances sur la santé numérique, comment faire avancer la mise en œuvre des stratégies de santé numérique à échelle nationale et internationale, comment renforcer la gouvernance de la santé au niveau mondial. Et l'objectif numéro 4, c'est plaider en faveur d'un système de santé qui est centré sur les personnes et on va voir que notre démarche va être centrée sur la personne et sur le patient. Pour la présentation de la clinique, là, je vous fais une présentation très sommaire parce qu'à travers les différents départements, unités et services, vous allez comprendre comment on a pu mettre en place cette digitalisation. En fait, c'est une clinique, nouvelle clinique dans le paysage tunisien qui a été accréditée Diamant par Accréditation Canada International.
et on a mis un fort accent sur la digitalisation puisqu'on s'inscrit dans cette démarche mondiale pour la santé numérique. Donc, quelques chiffres clés, on a 37 mois d'exploitation avec plus de 70 000 admissions, plus de 400 employés, on a 188 lits et places, 12 salles d'opération et 20 boxes de réanimation. Les départements médicaux qui sont mis en place, il y a les services de médecine, d'hôpital de jour, la chirurgie, la maternité, la pédiatrie, les urgences. On a des explorations comme l'imagerie médicale, l'endoscopie pulmonaire et digestive, la lithotricie extracorporelle, tout ce qui est exploration cardiaque non invasive et invasive avec le cathétérisme cardiaque, un bloc opératoire de 12 salles d'opération, c'est un bloc central, un bloc ambulatoire de la gynéco-obstétrique et de l'AREA adulte et néonatal. Donc, on a des services supports comme le laboratoire, la pharmacie, la stérilisation, une unité diététique, l'hygiène, la maintenance, le système d'info, la sécurité, la buanderie et tout ce qui est environnement. En fait, on va vous présenter le service IT qui joue un rôle innovant dans la transformation numérique dans notre établissement. Là, je tiens à vous préciser qu'on est à zéro papier, donc on est doté d'un ERP qui gère de bout en bout toute l'activité et l'exploitation de l'établissement. On a des services soutien qui soutiennent les équipes médicales administratives avec ces outils de performance. Là, je m'adresse un peu aux personnes connectées qui sont très techniques et qui sont dans l'informatique pour leur dire que l'équipement bureautique de notre établissement est de 103 PC de bureau. On a 52 PC portables ou laptops, 24 PC all-in-one, c'est des PC digitaux qui se trouvent surtout au niveau du bloc opératoire. 64 imprimantes, 23 imprimantes à étiquettes, et là, c'est des étiquettes à code à barre pour la traçabilité après dans le circuit médicament ou pour l'identification de nos patients, 6 scanners et 56 douchettes 2D, c'est pour suivre un peu cette traçabilité. Pour les équipements système, on est doté de 5 serveurs physiques avec 2 baies de stockage et un enclosure qui est une extension de cette baie de stockage. Les équipements réseau, 73 switches d'accès, de switch core, de routeur, un contrôleur Wi-Fi, 73 points d'accès Wi-Fi, 2 firewalls et 2 fibres channel switch. Donc, l'infrastructure IT qui est virtualisée, elle est basée sur 3 serveurs physiques, une baie de stockage avec un enclosure et une capacité de stockage de 130 teraoctets, 768 gigas de RAM de mémoire vive et on héberge 17 machines virtuelles, une dizaine d'applications métiers et on va les voir au fur et à mesure. Le I, c'est l'Hospital Information System, le LI, c'est le Laboratory Information System, le RIS, c'est la Radiology Information System, on a le système PACS qui est un système d'archivage et la GTC qui est la gestion technique de contrôle et on va voir des exemples concrets sur l'utilisation de cette digitalisation dans notre management quotidien. Donc là, les applications métiers qui se présentent à travers nos systèmes, il y a le contrôleur de domaine, tout ce qui est antivirus, firewall, le call manager, la vidéosurveillance, les contrôles d'accès, la sauvegarde, tout ce qui est messagerie, les serveurs, fichiers et l'intranet, tout ce qui est information du système hospitalier à travers tout ce qui est paramétrage et gestion des accès. Ça touche les admissions, les achats, le dossier médical informatisé, les rendez-vous, la pharmacie, la GMAO, les finances, la comptabilité, l'hôtellerie à travers le système de la gouvernance, le système de la paix au niveau des ressources humaines, la caisse, la facturation, le RH, les plannings, le bloc opératoire, la stérilisation, les règlements fournisseurs, les honoraires médecins, puisqu'on est dans un établissement privé à but lucratif, et on génère des rapports, des statistiques à travers le PUB qui regroupe un peu plusieurs paramètres et on assure des recoupements ou par le Power BI.
On a par ailleurs le système RIS, ce qui concerne la radiologie avec les paramétrages adaptés. On gère les plannings, les rendez-vous, les worklists, les comptes rendus. Il y a un tableau de bord. Le système PACS pour l'archivage des images radiologiques avec tout ce qui est paramétrage, tout ce qui est planning, rendez-vous, et le système LIS avec tout ce qui est demande, résultats statistiques. À travers notre exposé, vous allez constater que l'utilisation de l'ERP et les différents logiciels qui sont utilisés, on ne va pas afficher leur nom commercial puisqu'on est des clients chez eux. Et le but, c'est de montrer comment on peut utiliser un ERP, comment on peut utiliser ces systèmes, ces logiciels à travers tous les départements dans un but de gouvernance, de management et d'optimisation de notre performance. Donc, on va vous donner quelques exemples là avec le suivi des machines virtuelles. Vous pouvez voir le cœur de la machine en gigahertz, comment il fonctionne, la mémoire, la capacité de stockage. On peut voir même les machines virtuelles qui sont connectées ou qui sont hors service. Et ça, on l'a en visuel et en live tout le temps. Je vous donne une idée sur la salle des serveurs et là, on obéit aux standards et aux normes internationales puisqu'on est accrédité et on travaille dans ce système de normalisation. Donc, vous voyez un peu notre infrastructure dans un endroit qui est aéré, la climatisation, le contrôle de la température avec 2 climatiseurs de 24 000 BTU chacun. Donc, c'est un local qui est bien entretenu. Il est bien gardé avec un accès limité. Il y a même une station de lutte contre les incendies. En fait, c'est quelque chose qui est très spécifique au serveur. On lutte contre les incendies à travers cette centrale de contrôle. Un mélange d'argon et d'azote. Et en fait, ça part. Donc, il y a systématiquement l'émission de ce gaz. C'est un gaz nocif pour l'être humain puisqu'il absorbe l'oxygène. Et le but de cette technologie, c'est de ne pas bousiller, de ne pas esquinter nos serveurs et de garder les informations, même si on est confronté à une situation d'urgence. Le centre de contrôle du flux Internet, en fait, à travers le département IT, il va surveiller un peu le trafic du web en temps réel. Il va avoir une idée très précise sur le nombre d'utilisateurs distants, le nombre d'utilisateurs connectés. On peut avoir une idée sur le pourcentage d'utilisation du processeur, les bandes passantes, et à travers ce graphique, on peut détecter si on serait attaqué via une cyberattaque. Si l'activité elle va évoluer, eh ben, le département IT va prendre toutes les dispositions nécessaires et il a toute une politique à suivre dans ce sens. Donc, les solutions antivirus qui ont été mises en place avec des degrés réels tout le temps à travers le département et même via les smartphones de l'équipe à distance. En fait, le système de sécurité de l'information, donc dans cet établissement de santé, il est basé sur, on a mis en place une politique de sécurité qu'on a étudiée de façon collégiale. Il y a une charte d'utilisation de ce système d'information, la charte d'utilisation même des locaux et d'accès même aux locaux techniques. Il existe un consentement pour la protection des données personnelles pour le patient. Et là, on a la loi 63/2004 en Tunisie. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour sécuriser un peu l'accès à notre système, la mise en place d'un antivirus, le filtrage des catégories des sites risqués. On interdit l'utilisation des clés USB et on a mis en place des mots complexes, des mots de passe plus de 10 caractères avec un verrouillage des sessions qui peuvent varier de 20 secondes à 2 minutes. Ça dépend du corps de métier et du département utilisateur. Il existe des solutions de points de protection à travers l'antivirus EDR et le firewall. Et bien sûr, on revient toujours sur la sensibilisation des utilisateurs, tout ce qui est affiche, tout ce qui est mailing. Et ça, c'est quelque chose de très important
même ce qui est diffusé et informé même à travers intranet. On obéit à des normes internationales comme l'ISO 27001, c'est un système de management de la sécurité de l'information, en fait, qui met le cadre de référence pour établir, améliorer un système de gestion de la sécurité, le SMSI. L'ISO 22301, c'est un système de gestion de la continuité des activités. On va le voir tout à l'heure parce qu'on a mis en place une politique d'urgence hospitalière et c'est un plan d'urgence hospitalier là où on serait confronté à des menaces ou à des catastrophes ou des situations de sinistre. Comment switcher pour gérer l'exploitation quotidienne de l'établissement et puis passer à la reprise d'activité plus tard. Donc, l'ISO 20000, c'est une certification qui aide à la gestion des services informatiques et qui décrit un peu les guidelines et les bonnes pratiques. Bien sûr, on est inspiré par les instances de régulation comme l'instance nationale de protection des données personnelles, puisqu'on garde chez nous toutes les données médicales et personnelles. Et là, on a un backup de tout ce qui est serveur, puisqu'on fait le backup dans un autre site avec d'autres serveurs et on est très regardant sur la protection des données personnelles. Et l'instance nationale de protection des données personnelles, elle est là pour réguler un peu cette activité. On a l'Agence nationale de cybersécurité. Si jamais on constate à travers notre équipe une action malveillante ou une activité de cyberattaque, là, on prend les dispositions internes puisqu'on a un plan d'action de gestion d'urgence, mais en même temps, on doit prévenir l'Agence nationale de cybersécurité pour qu'elle soit sur le coup, qu'elle prenne les dispositions nécessaires et pour nous et pour sécuriser les autres établissements s'il y a lieu. Donc, je vais vous donner un exemple de numérique et de gouvernance, comment on utilise la transformation numérique, le digital dans notre management quotidien et dans notre gouvernance, parce qu'en gouvernance et en leadership, on a besoin de cet appui, de cet outil digital pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées, des décisions basées sur des chiffres, sur des analyses, et ça, on va le voir au fur et à mesure. Comme la gestion de maintenance assistée par, de la maintenance assistée par ordinateur, on a une interface pour la GMO avec là où on déclare les différentes anomalies. On peut avoir une idée sur les nouvelles anomalies, les anomalies qui sont en cours, les nouvelles interventions, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir être performant, il faut que la GMAO dispose de l'architecture complète de l'établissement. On est à R+4 avec 2 sous-sols. Donc, ils ont dans le département technique une configuration complète de tous les locaux, leur emplacement et ce qu'ils contiennent en infrastructure technique et en infrastructure médicale. Donc, tout est identifié. Et là, je vous montre un peu le planning de la maintenance pour la semaine, là où ils vont prendre des mesures de la température dans différents départements. Et ils vont changer des filtres dans un bloc opératoire au niveau de la CTA, c'est la centrale de traitement d'air. Ils vont avoir des maintenances préventives. Ils vont faire des contrôles de mesure et de rinçage citrique sur la machine de traitement d'eau. Donc, tout est planifié pour l'année et on sait quoi faire tous les jours, à tout instant et tous les mois. Je vous montre un peu la gestion de la maintenance auprès de toutes les déclarations de défaillance au niveau des différents départements. C'est géré par un logiciel au niveau du service et du département technique. Et là, chacun sait quoi faire, quelle est la tâche qui va être prise, si l'action a été faite ou pas, ou si elle est en cours de traitement. Et tout est notifié. Il va y avoir après des indicateurs de performance pour voir quand est-ce qu'on a agi sur la résolution d'une problématique particulière et en combien de temps. La gestion de la maintenance assistée, elle nous montre aussi, c'est un outil pour les managers. Moi, en tant que médecin et manager de cet établissement, donc c'est important pour moi de voir un peu l'utilisation de l'électricité tout le long de l'année au niveau des différents départements. Vous allez voir
ici qu'on a une hausse parce que c'est une période estivale. L'utilisation de l'eau et la consommation de l'eau dans les différents départements, et là, ça peut être expliqué. Par contre, ici, il y a un endroit où on voit qu'au niveau de l'histogramme, il y a une utilisation qui est inadéquate, non pertinente de l'eau. Et là, on peut mettre l'accent sur et détecter qu'il y a un problème. Et effectivement, on a détecté une fuite et nos relevés du compteur et des compteurs divisionnaires, c'est important pour nous et on le fait de façon journalière. Donc, pour nous, en tant que manager et dirigeant d'établissement de santé, on ne va pas attendre 3 mois ou 6 mois pour se rendre compte qu'il y a une fuite et on découvre ça à travers une facture de gaz ou d'électricité qui a flambé. Donc, la consommation, là, on a le pourcentage au niveau de l'évaporateur de l'oxygène et on a mis des normes pour renouveler le stockage de l'oxygène dans notre évaporateur lorsqu'il atteint 50%. Et en fait, on va voir ici qu'à chaque fois qu'on atteint 50%, on renouvelle notre stock. Pourquoi? Parce que dans nos mesures, on a eu une fois une baisse à 29% et on s'est rendu compte qu'il y avait une pénurie d'oxygène. Donc, c'était difficile de faire le plein et on a pris la décision, on a changé nos procédures pour assurer un ravitaillement de l'oxygène à chaque fois qu'on atteint les 50%. On peut voir sur ce graphique aussi la pression de l'oxygène. On utilise du protoxyde d'azote et du CO2 et là, pour les collègues, les confrères et les dirigeants d'hôpitaux en Algérie qui gèrent des salles d'opération, là, on est outillé, on digitalise un peu ces mesures parce que ça va nous servir déjà pour assurer le stockage, l'utilisation, l'exploitation et prendre les mesures nécessaires pour ne pas avoir de pénurie. Je vous donne un autre exemple sur tout ce qui est électricité. Donc, on voit ici tout ce qui est courant, la courbe tension, la courbe du courant. On a la courbe de la puissance et on peut suivre avec nos installations électriques la consommation, l'énergie active, on est à combien de volts sur les différentes phases puisqu'on est en triphase, on est triphasique. Donc, on peut suivre un peu et avoir une visibilité. Et là, je dois noter que ces tableaux de bord, que ces compteurs sont visibles sur la GTC au niveau du département de la maintenance et ils sont accessibles via le smartphone à toute notre équipe technique 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Donc, la même chose, et ça c'est un outil de gouvernance et de coût. On a la gestion de tout ce qui est centrale de traitement d'air qu'on trouve en réanimation ou qu'on trouve à travers les salles d'opération. Et on voit ici les filtres, c'est des filtres qui sont très coûteux puisque nos infrastructures peuvent être soit en ISO 8, en ISO 5 ou en ISO 7. Lorsqu'on est en ISO 5, on fait de la chirurgie cardiaque, de la neurochirurgie. Ces filtres, ils sont très coûteux, donc on a mis en place des capteurs en amont et en aval et pour qu'on puisse les changer le cas échéant. Comme ça, on assure la sécurité de nos patients puisqu'il va y avoir un renouvellement d'air neuf, frais et quasi stérile. Et en même temps, on ne va pas changer de façon précoce ou tardive parce que ces filtres-là, sur 12 salles d'opération, sur 20 box de réa, ça coûte entre 300 et 400 000 euros pour les changer. Donc, je vous donne une idée sur la chaufferie. Là, on a notre fois groupe d'eau glacée, on a les 3 chaudières, on a les ballons d'eau chaude, et on a un peu partout 25 pompes qui vont pomper soit de l'eau glacée ou soit de l'eau chaude. Et bien sûr, en visuel, on peut avoir la pression de chaque pompe, l'activité de chaque groupe d'eau glacée et il y a un groupe d'eau glacée qui peut être fonctionnel, les autres prennent la relève et on essaie d'optimiser un peu le fonctionnement de nos groupes et on a un œil très regardant sur toutes ces installations.
On a ici une interface qui est accessible instantanément pour voir un peu la température au niveau du local onduleur. L'établissement de santé, comme les hôpitaux en Algérie, sont dotés d'équipements lourds. Ça peut être une salle de cathétérisme cardiaque, ça peut être un scanner, une imagerie par résonance magnétique ou d'autres équipements lourds. Donc, ils sont tous équipés par des onduleurs et là, on peut suivre un peu et on peut tracer un peu la température qu'on doit garder dans la zone verte. La salle serveur, là où on stocke toutes nos données, c'est une salle névralgique pour notre établissement. Donc, tout est tracé. La température, elle est tracée instantanément et notre ingénieur peut recevoir à tout moment de jour ou de nuit une alerte sur son smartphone si jamais la température dépasse les limites programmées. Même côté éclairage, on est très regardant sur la consommation d'énergie. Là, je vous donne à travers cette interface toutes les zones d'éclairage au niveau de toute la clinique. Et là, on peut commander même à distance le fonctionnement ou le non-fonctionnement de lampes ou de séries de lampes d'éclairage au niveau des différents départements, le cas échéant. Bien sûr, on peut aussi agir sur tous les disjoncteurs qui sont reliés à ce système électrique. Et là, je vous montre un peu toutes les extractions qu'on a au niveau de tout l'établissement à travers tous les services. Elles sont contrôlées et surveillées à tout moment. On est doté de 2 groupes électrogènes, c'est la même chose. Là, on est très regardant sur la température ambiante. On connaît nos réserves en fuel, puisqu'on a 1500 litres de fuel pour chaque groupe électrogène. On est très regardant sur la pression d'huile au niveau de chaque moteur, ainsi que la température intrinsèque de chaque groupe électrogène. Et tout est suivi sur site et à distance. On est doté d'un laboratoire de biologie médicale et on a des frigos un peu partout sur toutes les paillasses de biochimie, de l'immuno, et un peu des zones de stockage. Et là, on doit mettre des sondes de température qu'on doit suivre à distance. Et on peut même provoquer un dysfonctionnement en ouvrant la porte d'un congélateur ou d'un frigo qui contient tous les réactifs. Et on peut voir ici, peut-être que ce n'est pas très clair, mais on est à 0,02 degrés Celsius. On a une alerte sur le smartphone de la responsable du laboratoire, du médecin biologiste, de la responsable du département technique et du technicien en astreinte. Le système de gestion d'incendie, c'est la même chose. Là, on a un tableau qui configure un peu les différentes zones, les différents départements et les différents services de la clinique. Et tout est compartimenté pour qu'on puisse, le cas échéant, si on a une alerte, on a la déclaration d'un incendie, on peut, à travers les portes coupe-feu, on peut cloisonner un peu le département qui est sinistré et commencer à travers la mise en place et la mise en œuvre du plan d'urgence hospitalier à faire les évacuations soit en transversale, soit en horizontale. Et c'est des choses qu'on n'improvise pas puisqu'on fait des tests à blanc pour tout ça. Et là, on a tout le tableau des disjoncteurs, des rampes de désenfumage qui sont présentes dans tout l'établissement. On a développé à travers la digitalisation des plateformes de SMSing pour le plan d'urgence hospitalier. Donc, n'importe quelle personne qui est dans l'enceinte de notre établissement, qu'il soit un personnel employé, des médecins qui sont dans le secteur privé qui viennent utiliser notre plateau technique, soit des visiteurs qui viennent pour la première fois, on leur donne un badge. Au dos du badge, il y a ce qu'on appelle, c'est en fait la déclinaison de notre plan d'urgence. Il y a le code jaune pour la disparition d'un patient, ça peut être le cas d'un enfant, ça peut être d'un adulte avec un Alzheimer qui se perd au sein de l'entreprise, de l'établissement, le code rouge en cas d'incendie, un code bleu pour un arrêt cardio-respiratoire. Et là, il est déclenché à n'importe quel service, par exemple le service de médecine avec un patient, dès qu'il est en présence d'un arrêt cardio-respiratoire, avec le chariot d'urgence à côté, il déclenche le code bleu et comme ça, on peut avoir le recours du médecin anesthésiste animateur
qui est là 24/24 avec l'équipe d'urgentistes pour aller à cette urgence. On a le code noir pour alerte à la bombe, un code vert pour l'évacuation, quelle que soit la nature du sinistre, un code orange pour tout ce qui est nuage toxique externe, un code blanc pour un comportement agressif et un code orange pour un tireur élite. Donc, toute personne qui est dans le sein de la clinique, qui ne connaît même pas le plan d'urgence hospitalier, elle n'a qu'à composer si elle est confrontée à une situation d'urgence le 1555 et elle le fera. On a mis dans le plan d'urgence, si jamais il y aurait une catastrophe naturelle ou autre à l'extérieur de l'établissement, on aurait un afflux massif de patients ou de blessés. Et là, on a mis en place toute une chaîne de commandement et notre personnel peut recevoir à toute heure, le personnel concerné, un SMS là où on notifie la nature du code et directement, sans poser de questions, sans appeler quiconque, ils viennent directement à la clinique pour pallier et aider l'équipe sur place à gérer cette situation d'urgence. On n'a pas oublié le côté financier et budgétaire. À travers cette interface, on peut avoir une idée sur les chiffres d'affaires générés, sur les centres de coûts, sur la trésorerie, le cash flow à tout instant, sur la gestion de stock, qu'on soit en cuisine, en économat, en immobilisation, soit les instruments, le laboratoire, tout ce qui est pharmacie, pharmacie externe, la gestion des stupéfiants. Donc, en tout temps, on peut avoir une idée sur toutes les commandes qui ont été passées, les commandes à valider, les commandes qui n'ont pas été mises, les commandes non livrées, les commandes non facturées. Donc, on peut avoir à tout moment, du côté du département administratif et financier, une vue globale de tout ce qui se passe. Et ça, c'est la force de la digitalisation et le fait de tracer à tout moment et en live tout ce qu'on est en train de faire. Le corps managérial peut prendre les décisions nécessaires de façon très dynamique et à tout moment. Donc, je vous montre ici juste quelques exemples de suivi de la performance des indicateurs clés pour suivre l'activité, par exemple, en centre de cathétérisme cardiaque, en imagerie médicale, en lithotricie extracorporelle ou en endoscopie. On connaît et on sait et on est au courant à tout moment de l'activité de chaque site, de l'activité de chaque acte, de l'activité de chaque médecin et même de la consommation de chaque panier de pharmacie pour chaque acte et par médecin. La gestion de ressources humaines, là, la gestion de la paix, la gestion des carrières, la gestion de tout le personnel se fait par interfaçage et on a même, dans le cadre d'un bilan social, entrepris une enquête auprès de notre personnel et on connaît très bien quoi faire pour quel problème et comment y remédier. Pour faciliter un peu la vie à notre personnel qui demande d'avoir sa fiche de paie, son attestation de travail, son attestation de salaire ou la mise à jour de ses coordonnées, on a mis en place cette borne RH qui est destinée pour les employés, surtout les employés qui travaillent le soir et même le jour pour ne pas encombrer le service RH avec de la paperasse. Il n'a qu'à saisir un peu sa demande sur cette borne et ça sera fait dans les 24 heures, jours ouvrables. Je vous montre aussi l'interface de e-learning qui est adressée à tout notre personnel. Ça dépend des départements. Là, c'est le département de radiologie qui vient de mettre en place cette unité, cette interface. Et là, il va agir pour assurer une formation à distance avec des collègues en Belgique ou au Luxembourg. Donc, on a mis en place en digital aussi un moyen de communication qui est l'intranet. En fait, ça va permettre à tout le personnel de suivre l'activité et toutes les actualités de la clinique. Il y a tous les numéros téléphoniques correspondants. Il y a des espaces dédiés pour que tout le monde puisse s'exprimer, consulter des manuels d'utilisation, des procédures, les politiques, les stratégies, donner un avis, évaluer, découvrir les bonnes pratiques et les conduites à tenir et avoir même accès à des données probantes dans notre activité médicale. Donc, comment le numérique, la transformation digitale va agir sur l'excellence des services et ça, c'est le but puisque tout tourne autour du patient et on a mis le patient au cœur de notre activité. Et notre patient, il est impliqué, on a même un comité avec les représentants des patients. Il y a une représentante des patients qui assiste même avec nous dans
conseil d'administration pour essayer de voir un peu comment les choses évoluent et on considère le patient comme une partie prenante quand on l'implique en tant que corps soignant dans son propre projet thérapeutique. Donc, je vous donne rapidement un peu des interfaces qu'on utilise, comme le dossier médical informatisé pour que le patient avec un identifiant unique. Ça, on a une vue globale sur le service de chirurgie avec les patients qui sont hospitalisés. On a là la fiche de surveillance qui est là pour le personnel, mais aussi les médecins qui sont partie prenante de cette prise en charge. On exige qu'ils saisissent eux-mêmes leurs prescriptions et leurs conseils dans un espace qui est dédié et nos infirmiers, nos cadres paramédicaux n'ont pas le droit d'appliquer une consigne médicale si elle n'est pas transcrite sur l'interface. Et là, on va voir plus tard la gestion et la résistance au changement, mais c'est comme ça et après, tout le monde va trouver son compte puisque tout est tracé. Je vous montre ici une feuille d'anesthésie. Là, on a tout ce qui se passe au niveau du bloc opératoire avec toutes les drogues, les hypnotiques, les curares, les morphiniques, le déroulement de l'acte opératoire. Tout le dossier médical au sein de l'établissement est informatisé et il est numérisé et il est gardé et stocké chez nous. Là, c'est un accès dans le dossier médical, là où on peut stocker tout ce qui est imagerie, tout ce qui est bilan, qu'il soit ancien, nouveau. Donc, le médecin traitant peut avoir accès directement soit chez lui, soit au chevet du patient, soit dans un bloc opératoire, soit même à distance, le patient peut lui montrer ses examens biologiques à son médecin traitant, même s'il est dans un autre pays, et ça, on va le voir à travers le smartphone. Donc, le dossier médical informatisé, bien sûr, là, on a tout ce qui est prescription médicale, tout ce qui est suivi, tout ce qui est consigne, tout ce qui est interaction médicamenteuse. Il y a un travail, une connexion qui est faite avec la pharmacie. Le laboratoire, on est obligé, à travers notre ERP qui est en transversal, d'interagir avec une autre interface au niveau du laboratoire pour assurer les résultats du bilan biologique. Et ça, on va voir plus tard cette interopérabilité, cet interfaçage, comment il est géré. Je vous montre rapidement les applications qu'on a développées sur le mobile, le HIS, donc pour les médecins. Donc, chaque médecin peut avoir accès à sa liste de patients et uniquement à ses patients à lui, uniquement à travers son login, son mot de passe. Il peut consulter le dossier médical informatisé, il peut rentrer dans n'importe quelle rubrique pour consulter la fiche de surveillance, le bilan biologique, la radiologie et même prescrire ou changer de prescription. Il peut avoir accès à un planning s'il est chirurgien du bloc opératoire en temps réel. Il peut même programmer un acte opératoire comme ça en toute transparence. Il n'y a pas un chirurgien qui va passer avant un autre, donc tout est validé par le chef de bloc et on peut avoir accès directement au régime du patient concerné. Donc, aussi pour le patient, pour le médecin, lorsque son patient va avoir une exploration d'endoscopie digestive ou pulmonaire, une exploration en cardiaque non invasive ou en imagerie ou au labo, il peut avoir accès à tous les comptes rendus via son smartphone. Et puisqu'on est dans un contexte de santé privée, donc les médecins sont payés par honoraire, donc ils peuvent accéder même pour voir un peu les honoraires qui sont disponibles ou les honoraires qui sont accordés. Pour le patient, il a un portail spécifique à lui, c'est-à-dire les patients qui s'adressent en radiologie pour une IRM ou un scanner. Donc, ils peuvent accéder via notre site web et une interface. Et on lui donne directement un login et un mot de passe. Et quand il rentre chez lui, il peut accéder à son compte rendu médical et il peut même voir les clichés. Si ce patient veut se déplacer dans un autre pays européen, ou aux États-Unis ou ailleurs, ou même s'il est en voyage, ou il veut avoir un autre avis dans un autre pays, même en Algérie, donc il peut montrer à son médecin algérien à côté l'exploration et les clichés radiologiques qui sont accessibles sur son smartphone. Bien sûr, lorsqu'une personne s'adresse à un site d'exploration au sein de notre clinique, donc il va recevoir déjà
un SMS, là où on atteste que le compte rendu est prêt, on peut l'appeler pour lui rappeler son rendez-vous, ou s'il y a un report de rendez-vous, il est averti par SMS. En même temps, le médecin qui hospitalise un patient au sein de notre clinique, il est averti par SMS immédiatement que le patient X a été hospitalisé dans le service concerné et il est sous le numéro identifiant unique concerné. Et là, il peut être rassuré que son patient est bel et bien à l'hôpital. Là, c'est une autre fierté pour nous parce qu'on est les seuls à le voir en Afrique. C'est le logiciel DOSWatch. C'est une expérience qui a été faite au Luxembourg dans les hôpitaux Robert Schuman, donc avec un partenaire en radiologie. Donc, en fait, le DOSWatch, c'est un logiciel qui nous aide à voir, et là, je m'adresse aux médecins, collègues, aux confrères radiologues qui sont connectés. Là, c'est un logiciel qui nous aide à être au-dessous des normes et des standards de dose de rayon X délivrés pour les patients lors des examens. C'est-à-dire, nous, en tant qu'établissement de santé qui obéit au cahier de charge du Centre national de radiologie, de radioprotection, on essaie, lors de nos examens qui utilisent des rayons X, et spécialement lorsqu'on a affaire à des scanners ou en salle de cathétérisme cardiaque, là où les rayons X sont utilisés avec une grande intensité. On a mis en place un système pour doser réellement ce qui est livré par la machine, ce qui est livré pour le patient, pour l'entourage, pour le médecin, pour le corps soignant, ce qui existe au niveau de la salle elle-même d'exploration radiologique. Et à travers ce système, non seulement on est dans les standards, on obéit aux standards et aux doses recommandées à l'échelle internationale, mais en utilisant ce système, on essaie d'optimiser un peu cette approche, c'est-à-dire comment diminuer la dose délivrée aux patients tout en gardant une image de qualité. Et la subtilité, c'est de trouver une solution à cette équation et on est sur la bonne voie puisqu'on essaie de limiter les doses octroyées aux patients, surtout en scanner et en salle de cathé, tout en gardant une qualité d'image très acceptable. Certes, on a de la résistance auprès des cardiologues interventionnels et des médecins radiologues, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on se démarque par cette attitude médicale et on est dans les guidelines internationaux. Donc, je vous montre ici dans le management de la qualité, et ça c'est important pour nous en tant que manager, en tant que direction médicale, en tant que gestionnaire de l'établissement, comment faire remonter les événements indésirables. Les événements indésirables, ils peuvent être liés aux soins, ils peuvent être liés à d'autres événements. Ça peut être de la violence au milieu de travail, personnel entre personnel, ça peut être un personnel avec des usagers. Donc, ce qui nous apporte ici pour l'optimisation de la qualité, c'est la déclaration des événements indésirables. Et nous, on est dans une démarche là où on invite tout le personnel soignant à déclarer les événements indésirables liés aux soins pour qu'on puisse améliorer notre façon de faire, notre approche, pour qu'on puisse améliorer nos procédures et pour qu'on puisse mettre toutes les parafeux, comme le dit nos collègues informaticiens, pour essayer d'atteindre le niveau zéro. Donc là, je vous montre un peu cette interface, là où les événements indésirables associés aux soins ou liés à la sécurité du patient ou à travers les enquêtes de satisfaction, ce qui est lié aux médicaments, aux réclamations, à la violation éthique ou à la violence au travail, tout est tracé, il est vu et visible à tout moment par le directoire. Donc, je vous montre ici comment on liste un peu les événements indésirables liés aux soins, qui est chargé de les résoudre, comment ils sont résolus, qu'est-ce qui est traité, qu'est-ce qui est en cours, et on a des indicateurs de performance et avec le directoire, on rencontre le département concerné pour traiter de tout ça. Donc, et après, il va y avoir une session de clôture pour dire ce qui a été fait et informer la personne. La personne, elle peut être anonyme, mais informer tout le monde sur intranet que tel ou tel événement indésirable a été traité de cette façon. La procédure a été changée
et s'il y a des recommandations particulières, on le fait. Donc, voilà. Moi, en tant que médecin et manager, je ne suis pas content quand je vois la déclaration des événements indésirables chuter parce que j'estime qu'il y a de la sous-déclaration. On n'est pas dans la sanction. C'est pour ça qu'on incite tout notre personnel à déclarer les événements indésirables. Peut-être qu'on est défaillant dans la formation, qu'on est défaillant dans l'écriture d'une procédure. Peut-être qu'il existe des procédures qu'on devrait mettre à jour et sûrement on reste dans une démarche d'amélioration continue. Donc, on demande à notre personnel de nous faire un feedback de leurs fautes pour qu'on puisse mettre tous les outils nécessaires et remédier à ça. Et in fine, c'est un outil managérial efficace et un gage de sécurité et de qualité de soins pour les patients. Plaque, c'est le taux de satisfaction des patients à travers les différents départements. Ça a été fait au niveau du deuxième trimestre de l'année 2024 et le troisième trimestre. Et là, lorsqu'on étudie un peu et on passe en revue un peu tout ce qui a été fait, les degrés de satisfaction des différents services, donc on peut être satisfait et on continue à travailler pour augmenter notre taux de satisfaction, mais on peut peut-être satisfait d'un service bêta moins bon et permanent. On a mis en place un QR code au niveau de chaque lit de chaque patient. Donc, le patient, quand il est hospitalisé, lui ou un membre de sa famille, il peut scanner ce QR code. Il se retrouve directement dans une page, un formulaire de satisfaction, là où il peut écrire tout ce qu'il veut. Et l'information, elle remonte immédiatement. Elle est analysée. On a un département qui analyse parce qu'il y a des actions urgentes qu'on doit prendre. Il y a d'autres qui sont moins urgentes. Donc, on a, selon la criticité de la réclamation de la direction médicale. Et là, on a un autre moyen de faire remonter les doléances ou les réclamations, c'est à travers le site, c'est un questionnaire de satisfaction des usagers lors de l'hospitalisation. Et on a mis en place même une troisième source de collecte, ce qu'on appelle la médiatrice. Là, au sein de la clinique, on a un poste qui est occupé par une personne qui joue le rôle de la médiatrice et les patients, ils sont informés via le site web et lorsqu'ils sont admis au sein de notre clinique, qu'ils soient en externe, qu'ils soient en interne, de l'existence de cette médiatrice, ils peuvent communiquer avec elle avec un numéro qui est donné directement à ces personnes ou bien via le site web, ils peuvent envoyer tout ce qu'ils veulent. Cette médiatrice a accès directement à la direction générale pour faire remonter toutes les informations. C'est bien beau cela, c'est pas parfait. On reste dans une démarche d'amélioration continue. On essaie d'être à l'écoute de nos clients qui sont les patients et les médecins. Toutefois, il existe des limites et des menaces. Il existe des limites techniques et là, on peut parler, comme a dit mon collègue tout à l'heure, de la cybersécurité. Donc, avec l'augmentation des Europes, parce qu'on va en Belgique, en France, au Luxembourg et ailleurs, donc personne n'est à l'abri d'une menace d'attaque, d'une cyberattaque, donc ce qui pourrait paralyser le système. Donc il existe des risques de compromission même des données des patients, et là, même avec toute la bonne volonté qu'on a, avec toute l'infrastructure qu'on a mis en place, on n'est pas à l'abri de ces attaques. Le deuxième point, c'est l'interopérabilité. C'est bien beau d'avoir un ERP qui est de bout en bout, qui est là pour gérer tout l'établissement de santé, mais on est ramené à utiliser comme le DoseWatch, comme le logiciel du laboratoire, comme d'autres logiciels, comme des logiciels ou des applications sur le smartphone. On utilise d'autres applications ou d'autres logiciels là qui devraient faire intervenir un interfaçage efficace pour que toute l'information soit tracée de bout en bout.
D'autres limites sur le plan pratique, c'est la résistance au changement. Et là, je vais porter ma casquette de médecin pour vous dire que les médecins résistent beaucoup au changement. Mais à travers ce système-là, on a une équité, on a une transparence, on a un professionnalisme, on a une optimisation, on a des indicateurs mesurés pour analyser, pour prendre des mesures correctives, pour corriger ce qu'il y a à corriger et pour être plus performant. Et on l'utilise beaucoup plus dans un management dynamique et pour une performance. Remercier la direction médicale de Dr. Shatter, la veille stratégique de développement, Madame Dora Bouslema, le responsable SI, Monsieur Sami, qui est ingénieur, la responsable maintenance en biomédicale et technique, Madame Rahma Ben Hassan, le chef et la chef d'unité d'imagerie médicale, le département accréditation, Rihab Saadé, et Madame Khmar Difala, qui est la médiatrice. Toute cette équipe a collaboré pour la mise en place de ce travail, ce modeste travail qu'on espère pouvoir répondre à quelques questions. Voilà, je vous remercie. Excellente présentation. Nous avons reçu quelques questions. Brièvement, quel a été le processus de transition vers un système entièrement numérique dans votre clinique en précisant le temps nécessaire et les défis humains associés à cette transformation? Tu veux répondre? En fait, la question n'était pas trop difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a commencé, parce que la clinique, c'est une nouvelle structure, donc elle a 3 ans d'existence, et dès qu'elle était au stade de chantier, on était toute une équipe qui était en place pour que cet établissement de santé soit réellement aux standards internationaux à travers l'architecture des services, la mise en place de toute l'infrastructure digitale, la mise en place et le choix des logiciels, de l'ERP. Donc, c'est un établissement en fait qui a démarré, qui est né avec de nouvelles acquisitions. On a déjà pensé à ça. On a travaillé des années sur ces acquisitions et après, cet établissement a vu le jour et son exploitation avec cette digitalisation. Et en fait, on a commencé par un ERP en transversal et au fur et à mesure, on a essayé de jouer à compléter un peu ce qu'on voudrait faire, à optimiser notre façon de faire en radiologie, à être plus performant au laboratoire, à avoir des indicateurs. Le dashboard n'était pas prêt dès le départ, hein. Donc, on a essayé, il y a eu beaucoup de va-et-vient avec le fournisseur de l'ERP parce que nous, on représente le côté professionnel, on a mis en place nos exigences, nos demandes et lui, il a codé pour nous tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de va-et-vient.
Tout n'est pas parfait, on n'est pas vraiment satisfait de ce qu'on a fait, donc on est très loin de ce qu'on voudrait faire. Donc, c'est vrai que qu'être doté par des dashboards un peu partout, avec des indicateurs qui sont clairs, qui sont en live, et pour le département financier, le département administratif, mais parce qu'on peut avoir des indicateurs, des ratios. Présentation? On reste toujours dans le partage. Ouais. Très bien, très bien. Donc, on va donc partager cette présentation avec Dr Guénoun, et Dr Guénoun va faire suivre le document. Alors, et une autre question que j'ai reçue, est-ce que cette clinique, donc la clinique Beau Séjour, je présume, est connectée au DMP ou DPM de la Tunisie? DPM, je pense. Direction de la pharmacie et du médicament? En fait, pour le moment, il reste toujours, il existe un clivage entre le secteur public et privé. Donc, là, au niveau du ministère de la Santé, ils sont en train d'harmoniser tout ça. Ils sont en train de mettre en place toute la logistique. Et déjà, c'est fait. Il y a même pas 24 heures que le ministre a annoncé la finalisation d'un système informatisé, le DPM, ou l'accès à la pharmacie centrale pour qu'on puisse, nous, en live, consulter un peu les stocks de médicaments parce qu'il existe des pénuries de médicaments en Tunisie, en Afrique et même en Europe. Donc, avoir un accès direct au dossier, au stock de la pharmacie, aux médicaments, ça, c'est important. Le dossier médical informatisé national, c'est pas encore fait parce que les patients devraient avoir un identifiant unique et comme ça, on pourrait partager un peu le dossier médical informatisé. Au niveau du ministère, ils sont en train de travailler. Ben, c'est un projet qui date de 2017. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais je pense que la finalisation de ce projet euh, pourrait avoir lieu en 2025. Alors, une autre question que j'ai, c'est comment votre clinique assure-t-elle la conformité juridique de ces documents numériques et quelles sont les garanties étatiques concernant la reconnaissance légale de ces documents? Sur le plan juridique, nous, on est géré par la protection des données personnelles. Il y a des textes juridiques qui imposent l'archivage de nos données pendant 10 ans, les données médicales. On a une cellule de veille juridique qui est mise en place à travers toutes les circulaires, tous les décrets lois qui sortent. On a des procédures qu'on doit suivre de près. Il y a l'Agence nationale de cybersécurité qui est là, qui peut intervenir à tout moment. L'instance nationale de protection des données, et d'ailleurs même pour nos serveurs, nos données, et même pour la disposition de nos caméras, les caméras de surveillance, on devrait avoir l'aval de l'instance nationale de protection des données personnelles. L'orientation même de la caméra au sein de l'établissement, elle est exigée et elle obéit à des normes et des procédures. Donc, nous, on fait des audits internes 2 fois par trimestre, de façon trimestrielle. On peut être audité par les instances publiques à tout moment. Donc, et voilà, donc on obéit à une juridiction
même avec l'INDPP, donc avec cette instance de protection de données personnelles, il y a la charte, les 10 commandements, comment la personne, comment on sécurise les données des personnes. La personne elle a le droit de changer ses données, la personne a le droit d'effacer une partie de ses données, la personne a le droit d'effacer la totalité de ses données, mais là, ces règles, ces recommandations, elles vont être court-circuitées par le texte de loi qui dit qu'en tant qu'établissement de santé, on devrait archiver chez nous pendant 10 ans ces données, mais à partir de 10 ans et 1 minute, le patient peut agir en conséquence. Alors, une autre question, je crois elle s'adresse aussi au docteur Guelmami. Si vous avez numérisé les urgences, comment vous faites avec la consultation et le DEM en même temps? Ça se voit que la personne qui a posé la question, elle travaille dans le secteur public. Nous, dans la législation privée en Tunisie, on n'a pas le droit d'avoir des consultations. Donc, on a un service d'urgence, les services concernés, les services en transversal, mais les médecins qui travaillent avec nous, en fait, ils utilisent le plateau technique et la clinique en tant que plateau technique pour exercer leur art, mais ils travaillent au sein de leurs propres cabinets médicaux qui sont indépendants de la clinique. Donc, c'est vrai que la gestion de la relation soignant-soigné, médecin-patient, en dehors de nos locaux, n'est pas dans nos prérogatives. Voilà. Une autre question, donc les solutions que vous avez présentées, les solutions techniques, je présume, sont-elles conçues par des compagnies tunisiennes ou étrangères? Pour notre ERP, qui trace de bout en bout toute personne qui est admise en externe ou en interne, à travers le dossier médical, à travers l'hospitalisation, à travers le passage au bloc opératoire, à travers la pharmacie, les fournisseurs, tout ce qui est technique, ça, c'est fait par des Tunisiens. Le DOSWOC, c'est fait par des Belges. Le logiciel du laboratoire, c'est fait par des Tunisiens. Toutes nos innovations qu'on a lancées ici à travers le développement des applications, la borne RH, c'est fait par notre service IT, que je remercie. C'est des compétences intrinsèques à notre hôpital. Et voilà. Donc, et même le choix des logiciels, j'en ai parlé, il faut qu'on choisisse des logiciels qui pourraient ne pas générer de problèmes d'interfaçage. Donc, on est très regardant. Et ça, en tant que médecin ou en tant que manager ou en tant que corps médical ou directoire, on confie cette tâche à notre ingénieur IT avec toute son équipe qui choisit les logiciels adéquats. Et il nous arrive de demander, le personnel soignant, il arrive de demander soit des paramétrages particuliers, soit un développement particulier. Et notre service IT, il essaie de répondre à ces besoins, du moins à travers les applications. On est en train de développer une application sur le smartphone pour les patientes qui accouchent chez nous. Lorsqu'elles rentrent chez elles peuvent être connectées via cette application pour discuter avec la sage-femme, comment allaiter le bébé, quelles sont les consignes à entreprendre. Bien sûr, elle ne va pas jouer le rôle de la pédiatre ou de la gynéco, mais nous, en tant qu'établissement de santé, et dans le cadre des bonnes pratiques internationales qu'on pourrait faire, et on essaie d'aider nos patientes en rentrant chez elles à avoir du conseil en continu. Même pour les régimes, le département diététique il continue à suivre nos patients qui sortent chez eux pour essayer de suivre est-ce qu'ils ont suivi le bon régime alimentaire ou pas et donner des conseils. Et ça, on le fait gratuitement. C'est pour la communauté. Une autre question IT, donc on nous demande, est-ce que vous avez un département IT au niveau de chaque établissement de santé tunisienne? Nous, on l'a. Ailleurs, je ne sais pas, mais ça peut être réduit. En fait, en Tunisie, il y a 110 cliniques, 110 établissements de santé privés qui sont répartis sur toute la Tunisie. Il y a sur le Grand Tunis, avec les 4 gouvernorats, on a 38 établissements de santé.
Ça peut être des cliniques monodisciplinaires comme des centres de dialyse ou des cliniques d'ophtalmo, c'est des cliniques de jour. Ça peut être des cliniques pluridisciplinaires qui ont une capacité de 30 ou 60 lits. Ça peut être de grandes cliniques comme la nôtre, qui a 180, 200 lits. On peut être en pluridisciplinaire, pas toutes les cliniques qui font de la chirurgie cardiaque, de l'intervention cardiaque, du cathétérisme cardiaque, qui prend en charge les polytrompes, il y a de grandes réanimations. Donc, chaque clinique, à travers son plateau technique, à travers la diversité de ses spécialités, pourrait disposer soit de deux techniciens en informatique comme d'un département en informatique. Réellement, je ne pourrais pas vous répondre de façon très claire sur ça. Ce qui est important, c'est qu'on a mis au premier plan notre département IT avec un ingénieur confirmé qui a de la notoriété, qui a de l'expérience, entouré par toute une équipe. Nous, je vous donne une idée, durant l'année 2024, on a dépassé les 700 réunions. Nos réunions, elles sont très courtes, très concises. On se réunit soit pour des procédures de qualité ou de sécurité. On a tenu plusieurs réunions pour tout ce qui concerne la digitalisation, le système IT. Et là, on prend des décisions. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit développer? Comment répondre aux besoins de nos collègues médecins, de notre personnel soignant, de notre personnel administratif, de nos patients et des médecins qui viennent nous voir. Donc, et on essaie au fur et à mesure de mettre en place tous ces outils. Nous, en tant que directoire, ces outils sont très importants pour nous parce que quand on ouvre le PC tous les jours, et même si on est sur le smartphone, on peut consulter tous nos indicateurs, on peut connaître à tout moment quelle est la spécialité qui ne marche pas, quelle est la niche du coût qui n'est pas au top, comment améliorer les choses, et sur le plan administratif, financier, ressources humaines et médicales. Et ça, c'est important. Absolument. Docteur Guénoud, on a encore quelques questions, 3 ou 4 questions. Est-ce qu'on continue ou on doit terminer? Je vois, il est déjà 16h15, c'est ça, ouais. Ouais, je pense qu'on pouvait prendre encore une question et on termine sur une question. C'est à vous de D'accord, choisir. C'est à vous de d'accord. choisir une question. Merci. Ok, je regarde les questions, vite fait. Alors, il y a des questions qui sont peut-être un peu plus techniques. Donc, y a-t-il une durée pour un archivage numérique? Ben, nous, on a mis 130 teraoctets pour l'archivage. La législation dans le secteur de la santé impose il y a un archivage de 10 ans. Nous, on le garde en numérique et en papier, en version papier. Donc, et on garde quand même si on est en numérique, il y a des obligations pour tout ce qui est consentement, il faut qu'il soit signé sur papier. Et tout ce qui est bilan, là, on le garde en papier et en numérique. Et voilà. Mais je pense qu'au bout de 10 ans, on sera appelé à effacer au fur et à mesure. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on sera obligé de terminer puisqu'on a déjà dépassé un petit peu notre temps. Docteur Guénoud, est-ce que vous voulez clôturer? Merci du fond du cœur. Donc, pour nos panélistes, M. Houssini pour son exposé sur l'aspect théorique, l'enseignant, la casquette enseignant. Et il est toujours le bienvenu à l'ENMAS et dans d'autres écoles également. Et là, sa mission principale, c'est d'échanger avec les jeunes et les futurs directeurs d'hôpitaux qu'on est en train de faire. Et je remercie également nos participants qui sont connectés. On a atteint un peu plus de 450 qui sont connectés. Donc, ils ont trouvé quand même, ça manifeste un petit peu l'intérêt pour l'exposer.
et je les remercie vivement. Et c'est des gens qui sont à la tête des EPSP, donc de la simple, j'allais dire, polyclinique jusqu'au CHU, en passant par le HS. Donc c'est très diversifié. Et en même temps, c'est l'ensemble du pays, pratiquement de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Donc, comme l'a annoncé M. Kornilov tout à l'heure, dès qu'on reçoit le lien, on va essayer de partager avec les auditeurs, avec nos collègues, nos professionnels de santé qui ont suivi ce webinaire. Bien sûr, je remercie vivement M. Goulmami. Merci beaucoup à Texaha. Ça nous donne encore, ça nous booste encore plus d'aller dans cette digitalisation. Et merci d'avoir échangé très généreusement, de manière très généreuse, ces informations. Et je pense d'autant plus qu'on partage, vous êtes à côté, donc vous êtes notre voisin. On a un petit peu les mêmes problématiques concernant la culture par rapport à cette digitalisation. Et il y avait une question, tout à l'heure, j'ai vu passer une question par rapport à l'horaire. L'horaire, il faut savoir, donc là, je m'adresse aux gens qui se sont connectés. L'horaire, je tiens à préciser que M. Kirill est au Canada et on a compte du décalage horaire. Voilà. Donc, encore une fois, je remercie nos panélistes. M. Kornilov, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Madame Bouabcha qui est au niveau d'Alger, en ambassade du Canada également. Et voilà, donc à notre prochain webinaire qui est prévu le 11 décembre. Voilà, merci beaucoup à tous, à tout le monde. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt. Très bien, au revoir. Au revoir.